Salut Wissam, bonsoir les rôlistes, je suis Sébastien, et ce soir je vais prendre le temps, alors que c'est l'apéro, de vous parler un peu d'une classe que j'affectionne bien dans les univers fantasy, c'est le paladin. Et pour ce faire, je vais un peu revoir l'historique au niveau du jeu, enfin comment le paladin est arrivé, du moins dans Donjons et Dragons et les D20, dans les jeux D20 que j'ai pratiqués, parce que voilà. Et ensuite partager un peu ma façon de voir les choses pour cette classe et ce que ça implique dans le roleplay de ce personnage. Qui est quand même très difficile parce que, on joue pas un humain en fait. Enfin, on joue quelque chose de plus grand qu'un humain. Je viendrai là-dessus plus tard. Euh... Et donc, même si le timing est un peu bizarre, parce que je viens de voir que François Letarte de JDRD30 a fait plus ou moins une vidéo qui parlait d'un thème un peu proche, qu'il a appelé le défi d'éclair des paladins, Jedi et autres, que je vous invite à regarder. Je pense que je mettrai peut-être même le lien en bas dans la description, parce que je vais probablement faire référence à cette vidéo deux, trois fois. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Mais en gros, l'idée, c'est que le paladin, il a une image pour la plupart des rôlistes, c'est l'empêcheur de tourner en rond. Parce que généralement, une table de jeu de rôle, enfin de Donjons et Dragons, de Pathfinder, ça va être une table qui va être remplie de gens qui oscillent entre le loyal neutre et le loyal, allez, on va dire de temps en temps bon, ça arrive, mais c'est super rare, parce que en tout cas dans le cercle de joueurs que je côtoie, le loyal bon est souvent été renommé le loyal con. On va surtout avoir des joueurs qui seront ouais, qui vont du loyal neutre au chaotique bon généralement. Et ils vont très rarement aller dans les alignements que moi je classe comme les psychopathes, parce que chaotique neutre et chaotique neutre est forcément chaotique mauvais. Bon, vous allez jouer les psychopathes, hein. Au bout d'un moment, faut accepter le terme, hein. Enfin, chaotique neutre, ce serait plutôt des sociopathes. Mais bon, passons. Enfin, je crois. Bon, là n'est pas le débat. Et alors, si on attaque les mauvais, que ce soit loyal, neutre ou chaotique, de toute façon, vous êtes des mauvais, vous n'êtes pas là pour jouer un héros, et généralement, vous n'êtes pas une de mes tables, puisque comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, on joue des héros chez moi. Et donc, le paladin, c'est quand même quelque chose de très particulier. Alors, historiquement parlant, de ce que j'ai pu voir après une rapide recherche, parce que bon, malheureusement, j'ai pas le temps d'aller fouiller parce que j'ai pas les bouquins. Et ensuite, pour ce genre de choses, Wikipédia et consorts sont suffisants pour au moins un point d'entrée. Donc dans Donjons et Dragons, le paladin est apparu dans le premier supplément, donc Greyhawk, qui est paru en 75. Et c'est dans AD&D qui va être beaucoup plus défini, puisque je sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont joué au premier Baldur's Gate, mais quand on voulait faire un personnage paladin, c'était hyper compliqué, parce qu'il y avait plein de prérequis. Il fallait être humain, il fallait être loyal bon, quoique loyal bon, oui, loyal bon, et il fallait surtout une pelletée de stats monstrueuse, parce que on joue un personnage qui a des prérequis énormes. Il faut être très fort, il faut avoir de la sagesse et il faut avoir du charisme pour faire ce boulot. Parce que l'idée du paladin, c'est un peu un symbole. C'est le symbole de la justice. Et c'est le symbole d'un idéal généralement poursuivi par une divinité de l'univers. Alors, le paladin, il va être un peu différent de l'image qu'on en a nous, parce que nous, on a le paladin dans le sens, l'idéal du chevalier catholique. Dans les univers d'Heroic Fantasy qui sont généralement polythéistes, et pire que ça en plus, où les divinités sont actives, dans le sens où elles peuvent jusqu'à un de leurs avatars peut apparaître dans le monde, ce qui est
beaucoup plus direct comme méthode d'action que le dogme chrétien. Excusez-moi. Ah, c'est pas de la cause, c'est juste un panaché parce que je crève de soif. Et que vu que je voulais discuter un peu longtemps, je me suis dit une bière, c'est pas forcément la meilleure idée. Et donc, je disais, le paladin représente un idéal. C'est un peu... le paladin, c'est un peu le Captain America, c'est un peu le Superman de l'Heroic Fantasy. Oui, 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 oui. Et donc, par essence, quand on voit comment il a été défini au début du jeu, c'était généralement l'idée d'un guerrier à cheval, sacré. On l'a vu dans AD&D 2, donc moi c'est à ce moment-là que j'ai découvert le paladin dans Baldur's Gate. La première version, parce que dans le remake, je crois qu'ils n'utilisent plus AD&D 2, ils utilisent une autre version du jeu. Sont cités dans le livre quelques exemples de paladins. On parle de Roland, donc celui de la chanson de geste du même nom. Hein. On parle aussi des 12 preux de Charlemagne. Vous savez, le grand empereur franc, là, Karl der Grosse. Donc 12 de ses preux chevaliers, pareil, propagande qui arrivait plus tard, écrite pour promouvoir l'idéal de la chevalerie. Et pas la chevalerie de la Renaissance, hein, la chevalerie médiévale. On parle aussi de quelques exemples dans la légende arthurienne avec Sir Lancelot, Sir Gawain, Sir Galahad. Oui, c'est... on voit un thème apparaître. Et ce thème, il a été un peu... Enfin, c'est un point commun qu'on retrouve dans toutes les versions du Paladin. Et si je continue un peu et que j'arrive à Donjons et Dragons 3, Donjons et Dragons 3.5, qui est un peu la pierre angulaire du Paladin pour beaucoup de monde, parce que c'est vraiment le jeu qui a explosé dans Donjons et Dragons, et qui est ensuite la base de plein d'autres jeux, Pathfinder, Chroniques oubliées, donc voilà. On trouve les infos suivantes. Il doit être loyal bon, donc ça confirme bien l'idée qu'il doit vraiment être à la fois un défenseur de la loi et du bien, donc pas que suivre la loi à la lettre, mais aussi suivre l'esprit de la loi. Et attention, parce que c'est pas parce que une loi peut vous paraître dégueulasse à vous, joueur qui est né fin de 20e siècle ou début de 21e, que les lois qui existent dans l'univers où vous jouez sont exactement les mêmes. Alors effectivement, vous allez jouer généralement le paladin pour une divinité qui va mettre en avant j'en perds mes mots. Le fait que la vie est quelque chose de sacré et que on ne détruit pas une vie juste par envie, parce que il fait chier, parce que non. Il faut si ça doit arriver, il faut qu'il y ait une bonne raison. Encore pas toutes les divinités. Hein. Là, on va rester sur les divinités qui sont loyales ou bonnes, au moins. Il va y avoir l'idée aussi de vouloir respecter un certain niveau d'ordre, que ce soit social ou autre, enfin un ordre social, pour que la civilisation tienne debout, parce que le paladin c'est aussi un peu ça, c'est vraiment celui qui va défendre et faire tenir debout la civilisation quand plus rien ne tient. Oui, 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 oui. Comme j'ai dit, hein, c'est le Captain America, c'est Superman, c'est celui qui est là pour représenter le modèle. Alors la différence dans DD3, c'est qu'apparemment le paladin n'a pas besoin d'être lié à une divinité, il peut servir la justice. Malgré tout, il doit rester loyal. Bon. Alors parce que dans le bouquin, comme c'est marqué, et je cite, servir la justice est une cause suffisante. Effectivement. Mais il y a dans celui-là, puisque je parle précisément de celle-là parce que pour une raison toute simple, hein, laissez-moi vous la montrer. Oula, désolé, ça a dû faire bouger la caméra, ça, mais il y a beaucoup de papier là. Voilà, j'ai ça. Voilà. Je reviendrai dedans après. Forcément, et toujours. Et pour la brique, voilà.
Je le mets de côté parce que je vais pas en avoir besoin, vu que mécaniquement, il est identique à Donjons et Dragons. Donc, comment est-ce qu'un paladin perd ses pouvoirs, ne devient plus un paladin? Parce que oui, il y a des obligations pour un paladin, il doit servir la justice. Qu'est-ce qu'il fait quand il le fait pas? Eh ben c'est simple, il perd ses pouvoirs. Et ouais, vous avez des avantages, il y a des devoirs qui vont avec. S'ils sont pas respectés, vous allez être puni. Bonne nouvelle, c'est que vous pouvez revenir, vous pouvez faire un acte de contrition. Il y a un sort pour ça, qui s'appelle pénitence. Je l'ai pas lu. Mais on pourrait s'amuser, par exemple, à aller voir, parce que j'ai noté la référence dans le PHB, donc le manuel du joueur en français, page... je l'ai raté de 2, page 270. Voilà. Alors que j'ai un peu de lumière dedans. Pénitence. Où qu'il est, ce monsieur? Ah ben, c'est malin. Le début de l'article, il est page 269. Ce sort soulage la conscience de celui qui a commis des actes maléfiques. La personne désirant faire pénitence doit être véritablement repentante et désireux de corriger ses erreurs passées. S'il a commis ces crimes involontairement, ou alors s'il se trouvait sous influence, la pénitence ne demande aucun sacrifice de la part de lanceur de sort. Par contre, si le sujet était conscient de ses actes, le prêtre ou le druide doit intercéder auprès de son dieu pour obtenir pénitence. Il lui en coûte alors 500 XP, on parle là de Donjons et Dragons. Naturellement, la plupart des jeteurs de sorts assignent d'abord une quête à accomplir au sujet afin de s'assurer de la sincérité de son repentir. Il y a encore toute une explication qui va être les types d'intercession. Donc en gros, qu'est-ce qu'on demande. Et voilà. Et aussi quelques notes pour la réalisation du rituel. Bref, vous le voyez, c'est pas juste un simple sort à lancer. Enfin, ça reste un simple sort à lancer mécaniquement, mais il y a toute une histoire derrière. Donc, et de toute façon, effectivement, si un paladin perd ses pouvoirs, c'est quelque chose de monstrueux, d'important, et qui doit être au centre de l'histoire de ce personnage, et probablement même au milieu de la table, quand ils viennent de perdre un de leurs combattants, probablement les plus puissants. Et du moins, en plus, un passe-droit enfin pas un passe-droit, pardon, mais un ouvreur de porte merveilleux pour toutes les situations sociales dans les villes et villages. J'expliquerai ça plus tard. Et je vais peut-être devoir couper ma vidéo 5 minutes parce que on est le soir de la finale de la Coupe du Monde et j'entends des gens qui se mettent à hurler, donc ça veut probablement dire que la France vient de marquer un but, hein, ou que le match est fini. Pour l'instant, le match n'est pas fini, mais il va pas tarder. Donc je vais continuer un peu. Si jamais il nous faut trop de bruit et que ça s'entend, je couperai la vidéo, je recommencerai plus tard. Donc je disais, le paladin est aussi un élément social important. C'est un point très important sur lequel je reviendrai plus tard, mais c'était l'idée que j'étais en train de traiter. Si je reviens en arrière un peu, parce que j'ai quelques notes, mais ça va être comme toujours avec moi au fil de la pensée. Donc on parlait de la pénitence, et que ça devait être au centre de l'histoire si jamais on en arrivait là. Comment est-ce qu'on arrive à devoir avoir cette situation-là? Eh ben, il faut commettre sciemment un acte maléfique, ou bafouer le code que suivait le paladin. Alors le code, généralement... Pardon. Si vous regardez pour Pathfinder, et je pense aussi pour Donjons et Dragons, chaque divinité va avoir son code. Et vous pouvez facilement le trouver. En tout cas, je sais que pour Pathfinder, je peux. Après, rien ne vous empêche que le joueur et la divinité, donc le MJ, définissent leur code eux-mêmes. Rien ne vous empêche. Et allez-y d'ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant. Ça impliquera plus votre joueur que de se référer à des textes sacrés, entre guillemets le bouquin, et d'y aller de son interprétation. Là au moins ce sera clair. Donc, s'il commet sciemment un acte maléfique ou qu'il bafoue son code d'honneur, eh ben, il va perdre ses pouvoirs définitivement. Et c'est comme ça, hein, le dieu le regarde et fait « Non, stop, couché. » Voilà, puni. Va dans ta chambre. Bah oui, c'est comme ça. Vous n'avez pas respecté le contrat, et ben,
contrat saute, hein. C'est con, mais c'est comme ça. Il y a aussi un autre moment où le paladin ne va pas perdre ses pouvoirs, mais il va arrêter de progresser, c'est si jamais le paladin décide de se multiclasser. S'il se multiclasse, eh ben, il va plus pouvoir progresser dans les autres classes, et plus dans la classe de paladin. Dans Donjons et Dragons, toujours. Et d'ailleurs, Pathfinder aussi, si je me trompe pas. Mécaniquement, je vais pas rester très longtemps, mais en gros, les gros trucs intéressants, c'est qu'il y a... en gros, les armes deviennent sacrées pour lui. Il a un destrier dans la version Donjons et Dragons. C'est quasiment automatique. Dans Pathfinder, il y a le choix. L'un ou l'autre. Donc voilà. Et voilà un peu pour le côté mécanique. Après, je vais pas vous faire la présentation de la classe. On n'est pas là pour ça. Reportez-vous au bouquin du jeu que vous êtes en train de regarder. Je suis allé par curiosité voir si dans un jeu comme Midnight, où j'ai la V2, on parlait du paladin comme une classe de prestige ou une classe mythique, un peu comme ça. Non. Après tout, ça se comprend, parce que normalement, s'il y a encore un paladin à Midnight, il a dû être chassé, détruit, et on s'est assuré 5 ou 10 fois que son âme et son corps ne reviendront jamais. Ensuite, je vais aller sur, pour finir rapidement cette partie de la vidéo, Chroniques oubliées Fantasy. Alors, le paladin, il apparaît pas dans le bouquin. Il apparaît dans les classes optionnelles, dans les classes avancées, si on va dire, qui sont un mélange de deux classes du bouquin de base. Et en fait, le paladin, il retrouve un peu sa description initiale, qui était dans les premiers Donjons et Dragons, qui est un mélange entre le chevalier et le prêtre. Il va suivre 5 voies, d'après le système. Après, rien ne vous empêche, vous, de créer votre version du paladin, mais je trouve qu'elle n'est pas mauvaise. Je ne vais pas non plus vous décrire ce que fait chaque voie. Reportez-vous au bouquin ou au DRS de Chroniques oubliées si vous avez envie d'en savoir plus de ce côté-là. Mais en gros, je pense que rien que le titre des voies parle d'elle-même. Il y a la voie du cavalier, la voie du héros, la voie du meneur d'hommes, la voie de la guerre sainte et la voie des soins. Je trouve qu'effectivement, en 5 termes, on couvre quand même bien l'idée, le concept de paladin. Il faut voir les pouvoirs après. Donc voilà. Avec ça, je clôt à peu près les idées qui sont derrière les 3 bouquins que je viens de vous parler. Et je vais interrompre ma vidéo pour reprendre plus tard quand je vous parlerai ce coup-ci de ce que moi je vois derrière, et effectivement, qu'est-ce que ça implique, et comment moi je le jouerai. Comment moi je joue, quand je joue un paladin. Voilà, à tout de suite. Parti. Et rebonsoir tout le monde, il s'est passé un peu de temps, c'est l'heure du café. Et puis je vais pouvoir continuer ma vidéo où je vous parlais du paladin. Donc, j'avais passé tout ce qui était là, un peu l'historique de la classe, du moins dans D20. Et je vais couper la ventilation de mon PC que vous ne l'entendiez pas. Au moins l'historique de la classe dans D20 et aussi Chroniques oubliées. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus de comment moi j'approche la classe en elle-même, ce que ça représente dans le jeu, ou dans un jeu, pardon, et du point de vue roleplay. Donc, un paladin, si vous jouez un paladin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Un paladin représente plein de choses. Pour faire simple, pour faire court, si on est dans du Donjon et Dragon, il va représenter la loi et la bonté, parce que bon, c'est un peu l'incarnation de cet alignement. Mais pour faire plus simple, c'est l'incarnation de la justice. Et surtout, un truc très important, et qui va être source de friction assez importante entre joueurs ou entre personnages, il représente une autorité, et même généralement deux. Il représente une autorité séculaire, donc l'autorité du régent sur ces terres. Donc après, ça va dépendre du système politique qui est en place
dans cet univers ou dans ce coin de cet univers, et aussi, et plus important, il va représenter... potentiellement plus important, puisqu'il représente une autorité supérieure, il représente une autorité divine. Puisque si c'est il suit un code d'une divinité, il représente l'autorité de cette divinité, et il va agir aussi régulièrement en son nom. Donc, ces deux sources d'autorité, la classe dirigeante et la religion, qui vont faire grincer des dents chez certains joueurs et qui vont aussi faire grincer des dents chez pas mal de personnages. Et c'est là que je vais rebondir un peu sur ce que a dit François Le Tartre dans sa vidéo sur les paladins à l'éclair et même les Jedi, qui est que, c'est vrai que quand on joue au jeu de rôle, on va souvent retrouver des joueurs qui sont très réfractaires à l'autorité, qui sont très chaotiques dans le sens où ils vont faire ce qu'ils veulent, même si ça implique que des fois tuer un civil, quelqu'un qui n'a rien fait de mal, peut-être qu'à part essayer de les arnaquer un peu, ou n'a pas vendu quelque chose au prix standard du bouquin, et donc il va le buter. Ah oui, il y en a. Hein. Les murder robots, il y en a suffisamment. On en a tous croisé. Oui, le paladin, il va pas laisser passer ça. Et ça va causer des problèmes. Il y a aussi l'autre partie. Et c'est là que c'est avec ce genre de réaction où le paladin va dire non, c'est pas possible, tu vas pas faire ça, tu vas pas tuer gratuitement comme ça quelqu'un qui t'a rien fait. Déjà, je suis sûr que la plupart des héros ou des joueurs, enfin des personnages, ne vont pas le faire. Ça indique plus quelque chose à propos du joueur que du personnage. Alors si c'est un adolescent, il est en phase de test, et c'est à un moment de lui reclaquer la porte dans la gueule et lui montrer que les actions ont des conséquences et que les choses ne se passent pas forcément comme eux ils veulent, même si ce sont eux les héros. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente, à partir du moment où vos joueurs commencent à jouer les méchants, donc avoir des actions mauvaises, l'univers va réagir. Ça ne veut pas forcément dire tout de suite qu'ils vont se manger une armée complète sur la tronche, mais très vite, surtout s'ils commencent à tuer des gens dans les villes, y a quelqu'un qui va commencer, il y a la garde, il y a les prévôts qui vont pas être contents, et qui vont commencer à chercher d'où ça vient. Et au bout d'un moment, ils vont le trouver. Parce que forcément, ils vont le trouver. Ils ont accès aux mêmes magies que les joueurs ont. Pourquoi ils n'y arriveraient pas? Mais je m'égare, c'est une autre vidéo qu'il faudrait que je pense à faire. Là, justement, on est le paladin, on est du côté de l'autorité. Justement, c'est ça qui est très intéressant. Parce que, justement, quand vous arrivez dans une ville, si vous êtes dans un univers où, en gros, le paladin est le dernier rempart de la civilisation, quand il arrive, même si c'est un petit nouveau, qui est tout jeune, tout frais moulu de son école ou de son temple, il sera accueilli à bras ouverts. Surtout par le dirigeant de la garde et le dirigeant de la ville ou du village. Et il se pourrait qu'il soit amené à intervenir sur quelque chose, ou même plusieurs problèmes. Alors c'est rare que le paladin va se retrouver dans la position de juge, même si, pareil, selon les cultures, les coutumes de votre endroit, si ça se trouve, le juge n'existe pas, et on rend la justice un peu façon Far West, ce qui serait pas étonnant en fait. Hein. Et surtout dans les terres un peu éloignées de la civilisation. Et le paladin serait un moyen de rendre la justice quand il arrive. Donc oui, ça peut être intéressant. Et il va falloir... et c'est là où je veux en venir, et c'est là où en venait aussi François Le Tartre, c'est que c'est quelque chose qui demande énormément de préparation à la séance 0. Donc la séance 0, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une séance... C'est la première séance de jeu. Oui, c'est bizarre de l'appeler séance 0, mais les informaticiens ne seront pas choqués, puisque généralement 0, c'est le premier nombre, dans un ensemble. Et surtout, pourquoi 0 ? Parce que c'est la séance qui va avoir lieu avant vraiment que le jeu ait lieu, où on va s'occuper de la création de perso, présentation de l'univers,
définir clairement à la table les attentes de chacun, de tous les joueurs. Le MJ est un joueur aussi, si, j'insiste. Et définir un peu l'histoire, les thèmes qui vont être abordés, et aussi régler des problèmes qui sont pas du tout liés au jeu, mais liés à la logistique. Où qu'on joue, comment qu'on joue, quand qu'on joue, qui ramène quoi, avec quel bouquin, sur quel site ou sur quelle table virtuelle, et ce genre de choses. Ça fait partie des points qui sont traités dans la session 0. Si jamais vous voulez, je pense que vous trouverez plein de vidéos qui sont à ce sujet-là. Mais si jamais vous êtes intéressé par ma version de l'exercice, je ferai une vidéo si la demande se fait. Ou si jamais l'envie me vient. Et donc, le truc très important qu'il va falloir faire dans cette séance 0, comme je disais, c'est qu'il va falloir arriver à faire un compromis entre vos joueurs. Enfin, entre les joueurs. MJ compris, toujours. Parce que jouer un paladin, et même par extension des fois jouer un cléric, un prêtre, il y a aussi un peu ce point-là. Excusez-moi. Il y a aussi ce point-là qui est que on va devoir respecter... Il va falloir trouver un compromis pour permettre aux autres joueurs de respecter l'envie du joueur en question qui est de jouer son paladin. Parce que si on joue un paladin, on ne veut pas que juste jouer un truc qui smite des gros trucs evil. Il faut aussi quelque chose où il a une occasion, si le joueur a envie, d'interpréter son paladin et de jouer tout ce qu'il représente. Comme dit, hein, c'est un peu, pour moi, le paladin, c'est un peu le Captain America, c'est un peu le Superman dans l'univers Heroic Fantasy. C'est le symbole, c'est le dernier rempart de la civilisation, c'est celui vers lequel... C'est le modèle. C'est le modèle de l'humanité. Il faut accepter, autour de la table, qu'il y a un joueur qui va jouer comme ça. C'est sûr que si on joue avec un paladin, et qu'à côté on a le rogue trop dark, loup solitaire TM, il va vouloir assassiner à tour de bras, ça va pas passer. Bon, déjà, je vous dirais, foutez le joueur dehors, parce que de toute façon, il va pas chercher, il va vous foutre en l'air votre campagne, à la moindre occasion, puisque ce mec-là est un joueur qui a... Pour moi, il a des problèmes, et il faut qu'il les travaille. Alors justement, le JDR est un bon endroit pour ventiler ce genre de frustration et d'expérimentation, mais c'est pas à la table où vous avez un paladin. À la limite, ça peut être intéressant de l'avoir dans un jeu solo, celui-là, et pour lui montrer les conséquences de ces actes-là. Mais bon, je m'égare. Revenons au paladin. Et donc, il faut que les autres joueurs respectent cette volonté, et que le paladin comprenne aussi que il n'est pas seul à la table et qu'il va devoir faire un compromis. Et je vais devoir une nouvelle fois interrompre mon enregistrement à cause d'activités autour de moi. Je vous retrouve de l'autre côté. Et me revoilà pour la dernière partie de cette vidéo, où je vais finir mon point sur la préparation de la session 0. Donc oui, je parlais que les joueurs doivent respecter l'effort, et qu'il va falloir trouver un compromis avec votre table pour que le paladin soit respecté dans son jeu et dans son concept, mais que le joueur qui soit derrière le paladin respecte aussi le reste de la table, et que il doit accepter aussi qu'il n'est pas seul à la table, et qu'il va falloir faire des compromis. Mais bien sûr, on ne peut pas compromettre le cœur même de la classe, le cœur même du personnage, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de le jouer. Et ça, c'est malheureusement un point qui sera très difficile de négocier. Et d'ailleurs, ce ne sera pas négocié, c'est simplement le reste de la table qui devra accepter ça ou pas. Et s'il n'accepte pas, soit vous perdez un joueur et il ira jouer ailleurs, soit vous perdez un perso et le joueur se refait un nouveau personnage, et puis voilà. Et il se le garde sous le bras pour une partie solo, parce que le paladin, pour moi, c'est l'exemple même du personnage pour une partie solo. Et alors là, on peut vraiment s'éclater. Ou bien, quand je parle de partie solo, excusez-moi, je voudrais dire une partie en tête-à-tête. Un MJ, un joueur. Partie solo, c'est encore différent.
Faudrait que je regarde un peu d'ailleurs ce que c'est ce genre de jeu. Ça m'intéresse beaucoup, moi qui aime bien les jeux de société en solo. Je m'égare, je reviens à mon paladin. Donc oui. L'autre problème, c'est que, ça c'est plus par mon expérience que vraiment de manière générale, il va falloir préparer, si jamais vous avez en face, vos joueurs sont en train de vous dire, ok, il peut très bien jouer avec son paladin, mais moi mon perso, il va quand même un peu le titiller, le gratouiller un peu, voir où ça peut aller, bah c'est pas gênant, mais si vous devez avoir des conflits interpersonnages, préparez-les avec vos joueurs. Le conflit interpersonnage demande des joueurs avec une maturité et un calme assez fort, parce que pour beaucoup, s'attaquer à leur personnage, c'est s'attaquer à leur propre identité. Parce que généralement, je pense que je choquerai personne en disant que la plupart des gens, ils se roleplay eux. Ou une version d'eux. C'est ce que moi, il m'arrive souvent de faire aussi, donc je vais pas leur jeter la pierre. Hein, c'est un peu une version, une personnalité un peu de comics ou de catch, un peu comme ça, c'est Sébastien, version montée à 11. Sur certains points, on efface certains défauts, on se demande lesquels, et puis on joue ça. Et si vous comptez avoir des conflits interpersonnages, préparez vos joueurs, discutez avec eux, et préparez ça comme une pièce de théâtre. Et après, bon, bien sûr, pas besoin d'avoir les grandes lignes, pas besoin d'avoir le détail des discussions, mais comme un match de catch, je vais reprendre l'analogie, comme un match de catch, il faut avoir une idée de où vous voulez aller, et de qui finit avec quel résultat. Après, comment on arrive là, ça c'est à l'improvisation des catcheurs qui sont dans le ring, donc autrement dit les joueurs. Et l'avantage, c'est que vous, par rapport au catch, où c'est vraiment un travail généralement 2, parfois à 4, là, ça va être un travail au moins à 3, puisqu'il y a le MJ qui est dedans et qui va aussi discuter un peu et représenter l'univers. Donc, c'est un travail qui peut être très intéressant, mais qui nécessite d'être préparé si vous soupçonnez que vos joueurs n'ont pas le calme et la maturité émotionnelle nécessaire pour gérer un conflit entre personnages. Donc voilà. Pensez bien à le faire. C'est important parce qu'il y a des tables qui pètent pour ça, quoi. C'est vécu, malheureusement. Et pour finir, je vais parler d'un autre point. Quand on parle du paladin, on retombe un peu dans le syndrome, enfin pas le syndrome, mais le problème du Jedi, ou qu'on pourrait aussi appeler le problème du... Mon Dieu, j'ai perdu le nom. Le problème du hacker dans un jeu cyberpunk. C'est-à-dire, mais là on est plus du côté problème du Jedi. Ce qui est que, on va faire le parallèle justement avec le Jedi, laissez-moi vous présenter le problème. Vous jouez une partie de Star Wars, à la table vous avez un Jedi qui est tout à fait blanc de blanc, brillant, même poli, comme il faut, comme il faut. Et vous avez à côté de lui un smuggler façon Han Solo, et le reste d'une équipe avec, pourquoi pas, un soldat clone, enfin un ancien clone, ou d'autres classes comme ça, et puis voilà. Le grand méchant Sith arrive, le Jedi et le Sith commencent leur petit rituel, à se tourner autour pour préparer le duel, et normalement, qu'est-ce qui se passe ? Le reste de l'équipe sort le matériel lourd, et réduit en cendres le site avant même que le combat ait commencé. Et vous vous retrouvez avec un Jedi tout frustré. Et là, vous venez de lui pourrir son jeu, et il y a des chances qu'il se barre de la table. Le problème du runner dans le cyberpunk, c'est un peu différent, c'est que lui, il va mécaniquement complètement foutre de côté le reste de la table quand lui, il va jouer. Mais... pourquoi je parle des deux ? Parce qu'en fait, la solution est un peu la même. Si vos joueurs n'arrivent pas à accepter que, en gros, il y en a qui ne vont pas jouer de la même manière, eh ben, soit tout le monde l'est, soit personne ne l'est. Ça peut être très intéressant d'avoir une table de paladin, parce qu'on peut faire plusieurs spécialisations.
On peut avoir des paladins qui sont très forts à distance, on peut avoir des paladins qui sont vraiment des brutes en smite, on peut avoir un gros tank qui frotte dans les murs où il y a juste de quoi passer seul, tellement il est armoré et tellement il est costaud, et on peut avoir le paladin soigneur. Donc en gros, avec des paladins, si on bricole bien, on peut tenir tous les postes de la Trinité. Et on peut comme ça jouer une équipe full paladin. Et ça pourrait être intéressant aussi. Une équipe de paladins qui se retrouve à l'assaut d'un donjon ou d'une enquête, ça peut valoir le coup. Ou bien personne n'est paladin si vous n'arrivez pas à arriver au compromis. Et à ce moment-là, vous avez votre joueur frustré de mettre son paladin de côté, mais vaut mieux qu'il soit frustré de mettre son paladin de côté que d'avoir son paladin et de ne pas pouvoir le jouer. Parce que avoir un joueur qui a quelque chose qui veut jouer, mais que soit vous, en tant qu'MJ, vous l'autorisez pas, ou que le reste de la table l'empêche de le faire, le résultat sera le même. Pour l'avoir déjà vécu en tant que joueur et en tant qu'MJ, c'est simple, le joueur se barre. S'il est poli, il va vous prévenir un petit peu en avance et dire il y a un problème, il faut que je change de perso. S'il en a vraiment marre, comme moi ça a été arrivé, ben il va se lever à la fin d'une partie et il va vous dire ok les gars, pour moi c'est fini. Voilà. Alors certes ça jette un froid, mais vaut mieux que ça que de se barrer au milieu d'une partie, parce que ça c'est clairement mal poli. Mais là n'est pas la question, revenons-en à un autre problème du Jedi. Donc voilà, c'est malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. Si vos joueurs sont pas pareils, n'arrivent pas à compromis, ben proposez-leur la variante personne ou tout le monde. Si personne passe pas, ben il reste plus que... Pardon, si tout le monde ne passe pas, il reste l'option personne, et puis ben voilà quoi. C'est pareil dans Star Wars, hein. Si vous avez un Jedi et que vous savez que les autres vont lui tirer dans les pattes, enfin pas tirer dans les pattes, mais lui pourrir son jeu, ben proposez une table de Jedi et regardez ce qui se passe. Si ça passe pas, ben personne, et puis ben il y a suffisamment d'autres classes dans le jeu pour... d'autres concepts à jouer pour que chacun trouve son compte. Au pire, vous venez de perdre un joueur. C'est chiant, mais vous devriez pouvoir rebondir. Non ? Voilà. Ceci clôt ma vidéo sur le sujet du paladin, qui était un peu brouillon, mais un peu longue aussi. Je pensais pas que j'allais prendre autant de temps pour discuter d'un sujet, mais comme il m'intéresse beaucoup, il me passionne un peu, ben je me suis un peu emporté. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, qui sera probablement une réponse à coup critique. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis simplement Bispal.